Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Tazoudé TV. À présent, les titres. Pour une lutte implacable contre la corruption au Mali, la justice et la presse échangent en vue de trouver une solution idoine. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, ce jeudi 13 octobre, la 4e édition des journées d'échange Justice et Presse s'est déroulée à la Maison de Presse sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux Mamadou Kassogué. Le thème portait sur le rôle et place des hommes de médias dans la lutte contre la corruption. Compte rendu Issa Amaba et Lassana Traoré. Le Mali est considéré selon les statistiques des organisations agréées comme l'un des pays de la sous-région qui subit les conséquences drastiques de la corruption. Pour éradiquer le phénomène, les juristes et les journalistes se partagent d'expériences. La Maison de la Presse a initié avec le ministère de la Justice une série de formations sur les relations entre la justice et la presse. Donc aujourd'hui, la 4e édition portait sur quel rôle la presse peut jouer dans la lutte contre la corruption. Et à ce titre, j'avais été commis comme facilitateur pour introduire les réflexions sur ce thème-là. Pour être efficace dans la lutte contre la corruption en ce qui concerne les hommes de médias, l'accent est mis sur leur rôle de travailler avec les sources fiables et crédibles et surtout la nécessité de comprendre le langage des finances. Avoir les preuves. Et c'est ce que moi je fais, c'est ce qui a donné ma crédibilité un peu à l'époque à Info 7. Les gens ont compris des fois même que j'étais harcelé contre eux. Non, chaque fois que j'ai publié, j'ai donné le rapport. La corruption est restée endémique dans notre fonction publique et dans notre société. Les rapports réguliers du BVG sont là pour étayer cela. En tant qu'observateur critique de la société, la capacité des médias à surveiller les représentants du gouvernement, les responsables et les personnes puissantes de la société à prévenir les abus de pouvoir et à lutter contre la corruption est vitale pour la bonne gouvernance et la démocratie. Il était aussi question des médias sociaux qui sont aujourd'hui indispensables dans la lutte contre la corruption. La pluralité des médias a considérablement augmenté au Mali. Malheureusement, la croissance ne s'est pas traduite par un renforcement de la lutte contre la corruption au sein des médias. Alors que les médias ont tenté en toute équité de jouer le rôle d'organe de surveillance et de lutte contre la corruption dans leurs reportages, ces efforts n'ont pas réussi à mettre un terme à la menace de la corruption. Au terme de ces 2 jours d'échange entre la justice et la presse, des recommandations ont été formulées devant contribuer à réduire le cas de corruption au Mali. L'exécution du chronogramme de la transition qui aboutira à l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel connaît désormais un retard. Les dates auxquelles certains travaux devraient se faire n'ont pas été respectées, ce qui s'avère inquiétant pour certains acteurs politiques qui craignaient déjà un dysfonctionnement dans le processus de l'organisation. On en parle dans cet élément de reportage suivant Nafissatou Berti. À l'issue d'une concertation avec la société civile et une frange importante de la classe politique, les autorités ont adopté un chronogramme électoral auquel elles doivent obéir. Mais dans son exécution, ce calendrier accuse du retard, ce qui commence à créer un doute chez certains par rapport à son respect scrupuleux. Néanmoins, elles sont vent debout afin de tenir leur engagement. Je crois bien que le respect du calendrier électoral, si vous voulez du chronogramme électoral, va être respecté par les autorités de la transition parce qu'ils tiennent mordicus à un respect, n'est-ce pas, des engagements pris auprès des différentes couches sociales du Mali, auprès des différentes formations politiques, auprès des différentes organisations de la société civile, aussi bien que les autorités de la transition se sont engagées auprès, n'est-ce pas, de la communauté internationale à respecter le chronogramme électoral pour le retour à un ordre constitutionnel normal dans les pays. Je pense qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied avec une certaine volonté politique, avec une certaine volonté manifeste
par rapport au respect du calendrier électoral. Et quand vous suivez un peu le discours officiel aujourd'hui, et quand vous faites le recoupement, vous allez vous rendre compte que, honnêtement, que les autorités de la transition sont décidées à aller vers les élections, conformément, n'est-ce pas, au chronogramme électoral qui a été établi à la suite des consultations avec les forces vives de la nation. De même que l'avant-projet portant nouvelle constitution, la mise en place de l'organe unique indépendant de gestion des élections connaît aussi du retard dans sa matérialisation. Pourtant, la Commission électorale nationale indépendante CENI est dissoute, laissant ainsi un vide électoral il y a cela plusieurs mois. À mon avis, le retard qui a été accusé par la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali n'est pas en soi une mauvaise volonté de la part des autorités de la transition ou de la part des experts. Vous savez qu'il y a une innovation par rapport à la rédaction de l'avant-projet de constitution, parce qu'ils avaient mis un canevas en ligne pour recueillir les opinions, n'est-ce pas, de l'ensemble des forces vives de la nation par rapport à l'avant-projet de constitution. Et je pense que c'est cela qui a dû retarder un peu le travail, mais on sent aujourd'hui en réalité une certaine volonté manifeste des autorités de la transition. En vue d'éviter de perdre d'autres temps sur la mise en exécution du chronogramme électoral, les autorités de la transition doivent prendre des dispositions pour la mise en place de l'organe unique indépendant de gestion des élections au plus tôt possible, selon Dr Bouraïma Kone, analyste politique. Le pouvoir transitoire qui est en cours au Mali s'est lancé en décembre dernier dans des vastes réformes politiques et institutionnelles, avec l'organisation des assises nationales de la refondation qui prévoit nombreux changements à opérer. À cet effet, un cadre stratégique de la refondation de l'État a été adopté par les autorités. Dans les réformes prévues, les préoccupations de la presse nationale sont-elles prises en compte? Ousmane Dao, président de l'ACEP, nous en parle dans cet entretien avec Aminata Koumaré et Valérien Dako. Vous savez, depuis les événements d'août 2020, le Mali, à travers les nouvelles autorités, a tenté de prendre un nouveau chemin. Généralement, pour évoquer ce chemin-là, et la particularité de ce chemin, on évoque l'expression refondation. C'est-à-dire qu'il faut remettre à plat pas mal de choses pour véritablement mettre le pays sur les rails, pour faire en sorte que l'état de crise dont la transition a hérité puisse progressivement mieux se porter pour incarner cet état digne de ce nom. Donc d'où la nécessité de la refondation de l'État. Alors, déjà, dès les premières heures, effectivement, la presse d'une manière générale, en l'occurrence l'association des éditeurs de presse privée, qui est de notre ressort, a été associée pratiquement à toutes les initiatives. D'abord, depuis l'élaboration des termes de référence des concertations nationales, aux concertations nationales elles-mêmes. Cela va un peu dans le sens de l'adhésion ou encore de la participation de tous les acteurs incontournables du pays pour que véritablement le processus de refondation puisse voir les jours et de la manière la plus efficace possible. La presse elle-même avait pris le devant, voilà, en s'interrogeant, en interrogeant un peu les textes qui la régissent. Alors, ceci a amené à un atelier d'échange, de réflexion sur les textes qui régissent la presse, et quelles sont les insuffisances qu'il y a dans ces textes-là. C'était avec pratiquement toutes les parties prenantes. Donc, à la fin de ce programme d'activité, nous avons eu ce qu'on pourrait appeler plus ou moins de nouveaux textes pour la presse. Donc, les textes ont essentiellement trait à l'accès à l'information. Donc, je crois qu'il y a de nouvelles dispositions pouvant faciliter l'accès à l'information pour les journalistes, parce que c'est extrêmement important. Mesdames et messieurs, à présent place à la page internationale en brève et en images.
En Gambie, les autorités et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont ouvert une enquête après le décès suspect de 69 enfants entre 0 et 5 ans depuis juillet. Les enfants sont tous morts après avoir ingéré du sirop pour la toux. 4 sirops fabriqués en Inde sont incriminés. Le pays est sous le choc. Les parents endeuillés et la population critiquent la mauvaise gestion de ce drame par le président Adama Barrow. Le chagrin partagé entre Gambiens sur les réseaux sociaux est de plus en plus teinté de colère contre cette industrie pharmaceutique étrangère qui pourrait avoir provoqué leur mort, contre le délabrement du système sanitaire et contre la réponse du gouvernement. L'OMS a lancé une alerte la semaine passée et demande que les sirops soient retirés de la circulation. Aux États-Unis, dans une nouvelle fusillade, un tireur a tué 5 personnes, dont un policier qui n'était pas en service vendredi à Raleigh, dans le sud-est du pays, a annoncé dans la soirée la maire de cette ville. Des témoins ont affirmé à des médias locaux que le suspect était un adolescent habillé en tenue militaire. Dans la même foulée, aux environs de 20h pile, la police de Raleigh a indiqué avoir encerclé un suspect dans une résidence de la zone, a précisé la maire Marie-Anne Baldwin, déplorant, je cite, « un jour triste et tragique ». Parmi les blessés, dont les autorités n'ont pas donné le nombre, figure un policier cynophile dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon l'édile. Aux États-Unis, environ 49 000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45 000 en 2020 qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. En Ukraine, face à la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kherson, Moscou a annoncé qu'elle allait organiser l'évacuation de la population vers la Crimée, Rostov, Krasnodar ou encore Stavropol. Ces déclarations de Vladimir Poutine et les actes d'invasion de la Russie envers l'Ukraine ont poussé ce jeudi Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a demandé que, je cite, la Russie soit reconnue comme État agresseur et chaque assassin et boucher soit traduit en justice pour les crimes perpétrés pendant cette guerre, lors d'une session du Conseil de l'Europe. D'une part, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a affirmé que, je cite, « toute attaque nucléaire de la Russie contre l'Ukraine entraînera une réponse militaire des Occidentaux, si puissante que l'armée russe sera anéantie ». À présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Le Maroc est un État unitaire régionaliste situé en Afrique du Nord. Son régime politique est une monarchie constitutionnelle semi-parlementaire, unitaire et régionalisée. Capitale Rabat, langue officielle arabe et mazif. Plus grande ville Casablanca. Superficie totale 4 046 550 km². Superficie en eau 0,5. Sa capitale administrative et politique est Rabat et sa plus grande ville ainsi que sa capitale économique est Casablanca. Le Maroc est situé au nord-ouest de l'Afrique. Il est délimité au nord par les détroits de Gibraltar et de la mer Méditerranée, au sud par la Mauritanie, à l'est par l'Algérie et à l'ouest par l'océan Atlantique. Le drapeau du Maroc est une pièce d'étoffe servant d'emblème national au Royaume du Maroc depuis 1915. Il est rouge frappé d'une étoile verte à 5 branches en son centre. Il est adopté le 17 novembre 1915. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur TSD TV, la télé autrement.